Good Morning Market. Étienne Braque. 8h42, c'est parti pour Good Morning Market. On vous accompagne jusqu'à 9h15 avec bien sûr l'ouverture du CAC 40 à 9h. Beaucoup de publications d'entreprises arbitrées ce matin. Nous verrons cela avec Mathias Desmarais juste après l'ouverture des marchés depuis Oddo BHF, avec notamment des publications qui dans l'ensemble rassurent, avec bon nombre de groupes qui revoient à la hausse leurs prévisions. Juste en attendant, c'est le club de la bourse qui s'ouvre avec notamment nos deux invités ce matin. Good Morning Market sur BFM Business. En plateau, Guillaume Louet, analyste et gérant chez Optigestion. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous ce matin en compagnie de Vincent Juvins qui nous accompagne depuis ING, responsable de la stratégie d'investissement donc de ING. Merci également de nous accompagner. Bonjour. Vincent. Beaucoup de sujets à aborder ce matin avec donc hier soir la Fed, Kevin Warsh, on en parlera dans un instant, les GAFAM qui publient leurs résultats, Microsoft, Meta, et puis ce soir on aura Apple et Amazon. Et puis dans le même temps, on a à nouveau des inquiétudes en ce qui concerne le conflit en Iran avec un baril de pétrole qui progresse à nouveau ce matin au-delà des $90. Bon, commençons peut-être par les résultats d'entreprise. Guillaume, avec hier soir Microsoft qui rassure et puis à l'inverse Meta qui déçoit. C'est un petit peu deux salles, deux ambiances. Alors deux salles, deux ambiances, mais on voit une forte quand même accélération du chiffre d'affaires pour les deux entreprises. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, que ce soit Meta ou Microsoft. Par contre, ça c'est pas tout à fait de la même manière. Il y en a une, c'est au détriment de la marge, c'est le cas de Meta, alors que Microsoft a été, on va dire, un petit peu plus mesuré ou raisonnable dans ses dépenses IA. Et du coup, la marge a été à peu près préservée. La très bonne nouvelle, c'est que surtout, elle commence à nous parler de monétisation de l'IA, notamment avec le nombre d'abonnements chez Copilot. Et ça, c'est une nouvelle qui vient vraiment rassurer le marché. Sur Azure, ça a aussi été très bon. La société nous explique qu'elle en a d'ailleurs sous le pied. C'est-à-dire qu'elle aurait pu faire plus que les 39% de croissance attendue. C'est juste qu'ils étaient limités par la puissance de calcul parce que Microsoft doit se débatouiller sur un espèce de triptyque. C'est puissance de calcul pour sa partie R&D, puissance de calcul pour sa location de capacité de calcul ou capacité de calcul pour son copilote à elle. Voilà. Donc, elle doit un peu... Le titre hier soir était en hausse de quasiment 9%. Alors, ça sera à confirmer tout à l'heure à l'ouverture de Wall Street à 15h30. Une forte hausse à mettre en relief au parcours quand même plutôt compliqué de Microsoft ces derniers mois. Le titre perd quasiment 30% depuis ses plus hauts et depuis le 1er janvier, on est à moins 18%. Oui, c'est ça. Alors, ça vient rassurer les marchés. C'est une bonne nouvelle pour l'investisseur. Alors qu'à l'inverse, donc, pour parler de Meta, ici, c'est pareil, il y a une très très bonne dynamique commerciale chez Meta. On le voit, le nombre de pubs en hausse. Ils ont réussi à augmenter un peu les marges. Le taux d'adoption, de clics, etc. est meilleur. Mais quand on regarde en face les coûts vont beaucoup plus vite que les profits. Et c'est pour ça que le titre, je crois, perdait 7-8% en préouverture. Voilà, bien sûr, tout ça sera à confirmer à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure, avec à suivre ce soir, après la clôture, deux publications, Apple et Amazon, deux publications qui vont clôturer le bal des GAFAM, puisque souvenez-vous, la semaine dernière, il y a quasiment une semaine, c'était Alphabet, la maison mère de Google. Votre lecture depuis ING, Vincent Juvins, par rapport à ces GAFAM qui ont suscité beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de volatilité sur les marchés, au point même que hier, le Nasdaq 100 est rentré en zone de correction, c'est-à-dire une baisse de 10% depuis ses plus hauts. Écoutez, je souscris à ce qui vient d'être évoqué sur les résultats, en tout cas de Meta et de Microsoft, qui viennent confirmer ce qu'on a pu voir dans d'autres dossiers, d'ailleurs pas uniquement au niveau des softwares ou au niveau des hyperscalers, mais on a vu que sur les semi-conducteurs, les entreprises coréennes qui ont également rapporté des résultats qui étaient très solides. On a des marchés qui sont aujourd'hui drivés par la peur plutôt que par les fondamentaux. Objectivement, que ce soit sur la monétisation de l'IA, que ce soit sur les perspectives de demande et de sous-capacité, en tout cas en termes de production de mémoire et de semi-conducteurs, on est plutôt fondamentalement rassuré, alors que les marchés, en tout cas, restent fébriles par rapport à ces valeurs. Donc, j'ai envie de dire, retournons-en aux fondamentaux qui sont plutôt solides. On a des valeurs qui sont par ailleurs relativement faiblement valorisées. On l'a vu aux États-Unis où on a plutôt une baisse des valorisations depuis le début de l'année. On le voit globalement, même si je regarde un secteur technologique au sein du MSCI AQUI. On le voit encore plus évidemment dans les marchés asiatiques où les semi-conducteurs se traitent à même pas 5 fois les bénéfices attendus. Donc on a des valorisations qui sont actuellement particulièrement attractives. Je pense que ça peut amener certains investisseurs à revenir sur certains dossiers. Nous restons en tout cas chez ING
plus que jamais convaincu dans l'opportunité de rester investi de manière diversifiée dans le secteur technologique. Des opportunités également du côté d'OptiGestion, quand vous regardez les GAFAM, les niveaux de valorisation? Oui, je souscris exactement aussi à ce qui vient d'être dit sur les multiples sont assez faibles, même si on voit que si on prend le free cash flow, les multiples sont un petit peu remontés. Mais quand on regarde les projections futures des GAFAM, c'est passager, hein, parce qu'on va revenir à des free cash flow très importants dans les 2-3 années suivantes. On est vraiment dans une semaine qui est très dense en termes d'actualité, que ce soit bien sûr avec la Fed, les résultats d'entreprise, mais surtout dans ce segment technologique avec, il faut se souvenir, en début de semaine, CXMT qui est rentré en bourse à Shanghai, qui est quand même devenue la plus grosse société de Chine continentale. Dans le même temps, SK Hynix, hier, qui a trébuché de près de 20% en séance après la publication de ses résultats. Et cette nuit, c'est Samsung qui a publié ses résultats, Guillaume Loé. Alors bon, Samsung s'en tire plutôt bien. Le titre perd 1,3% ce matin du côté de Séoul. Oui, on va dire ça. On va dire que bon, elle a quand même bien corrigé sur les séances précédentes. Ce qu'il faut retenir quand même sur la mémoire, c'est que c'est un marché qui est très très cyclique. C'est pour ça qu'on voit des grosses variations sur les cours et que le fait qu'il y ait un troisième acteur va entraîner une pression sur les marges. Les marges en ce moment de SK Hynix et Samsung sont extrêmement importantes. Le fait qu'il y ait un troisième arrivant va entraîner, disons, plus rapidement une baisse des marges. Donc si je mets ça un peu en opposition avec des business un peu plus traditionnels, si je prends les résultats de Schneider ce matin, ou enfin à mettre un peu en comparaison avec le cours de Schneider, c'est beaucoup moins volatile, mais parce que le business de Schneider aussi est moins cyclique. Et donc il faut faire attention un peu quand on investit dans l'IA à se renseigner sur ce qu'on achète. Les mémoires, c'est très cyclique. Schneider, c'est un business beaucoup plus résilient. Donc vous allez avoir effectivement beaucoup moins de risques en vous exposant à l'IA à travers Schneider. Jusqu'ici, tout va bien. Quand on regarde les résultats, certes, SK Hynix est un petit peu en dessous des attentes, mais on est quand même sur une progression des profits qui est juste spectaculaire. Quand on regarde ce qui se passe du côté de Samsung cette nuit, là aussi, on a des résultats qui sont juste records. Hein. Ça sert à rien de calculer par rapport à l'an dernier, parce qu'on est sur des taux de croissance qui sont juste hallucinants. La question maintenant, c'est les trimestres à venir. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, Vincent Juvin, avec aujourd'hui Shanghai ou Langsheng qui nous dit on va faire des machines un petit peu comme ASML. Alors certes pas au niveau d'ASML, hein, sur la gravure, ça sera pas dans la même finesse. Néanmoins, ça fait bouger ASML en début de semaine. Quand vous regardez CXMT, vous dites la croissance là de ce trimestre, elle est durable. Comment aujourd'hui on modélise tout ça dans les portefeuilles, sachant qu'on est sur un marché qui est très momentum? Oui, alors le momentum est clairement cassé du fait de l'arrivée de ces nouveaux entrants. Je pense que comme ça vient de justement évoquer, on va avoir une pression à terme sur les marges. Attention, ne l'exagérons pas non plus. On voit évidemment qu'ASML conserve le leadership, en tout cas dans les machines les plus pointues. Mais enfin, quelque part, d'un point de vue économique et d'un point de vue marché, certes, c'est un test en tout cas pour ASML, c'est un test pour SK Hynix de voir des nouveaux arrivants sur ce marché. Mais enfin, plus de compétition, c'est finalement des prix en baisse, ce qui devrait quelque part aider à déployer cette thématique IA encore davantage. Et plus de compétition, c'est davantage d'innovation. Donc quelque part, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop inquiet par rapport à l'arrivée de ces nouveaux arrivants sur ce marché. Ça va permettre d'accélérer encore, à mon avis, le déploiement de l'IA. On est passé en peu de temps d'une thématique où on disait il faut que le plus grand nombre utilise les outils d'intelligence artificielle, à, dans de nombreuses entreprises, tenter parfois de freiner l'usage de cette intelligence artificielle parce qu'elle devient trop coûteuse à utiliser. Donc aujourd'hui, si on a des nouveaux acteurs qui permettent justement de démocratiser l'accès à cette IA pour le plus grand nombre, je pense qu'il faut s'en réjouir. Dans les deux cas, ASML ou SK Hynix, l'avance qu'ils ont à la fois dans les high bandwidth memories pour SK Hynix ou dans les machines de lithographie les plus avancées est actuellement pas challengée. On le verra évidemment dans les prochaines années. Donc, je pense qu'il ne faut pas jeter avec le bébé de bain ce que font les marchés actuellement. Et à plus long terme, en tout cas pour moi, l'arrivée de ces nouveaux entrants pérennise en tout cas cette idée que l'IA est une thématique faite pour durer et qu'on est sur une tendance structurée dans ce qui nous concerne. Par contre, il est important, et c'était bien d'évoquer le cas de Schneider à l'instant, de se rendre compte que cette thématique IA, il faut pouvoir la jouer de manière diversifiée, qu'elle se joue au niveau des semi-conducteurs, qu'elle se joue aussi au niveau des software, qu'elle se jouera demain à nouveau de plus en plus au niveau du hardware. On sent évidemment que le tout
la capacité de calcul dans le data center et des unités finalement individuelles, laptop ou device qui n'ont plus de capacité de calcul, c'est sans doute pas le modèle qui sera retenu. On repense à intégrer une capacité de calcul plus importante, notamment au niveau des devices, et on pourrait revoir un âge d'or de l'hardware à un moment. On a Apple qui publie ce soir, on verra un petit peu ce qu'il en est, mais attention à ne pas négliger. Et puis, n'oublions pas que le nerf de la guerre dans le déploiement de l'IA, c'est l'énergie, une thématique dans laquelle notamment Schneider est très actif aussi. Il faut pouvoir, au niveau de l'infrastructure, pouvoir accompagner ce développement. Donc, il y a vraiment moyen de l'aborder de manière diversifiée, sans être tributaire du secteur peut-être le plus cyclique dans l'ensemble, que sont les semi-conducteurs, et de pouvoir profiter de ces thématiques de manière diversifiée. Schneider Electric qui gagne 6% en préouverture. Nous verrons tout cela juste après l'ouverture avec Mathias Desmarais de Oddo BHF. Est-ce que aujourd'hui le contexte et les incertitudes par rapport à cette concurrence chinoise vous donnent envie de revoir un petit peu les portefeuilles, Guillaume Lowe? Non, pas vraiment. Et surtout, pour les nouveaux clients, je profiterai de la baisse pour construire un peu des nouvelles lignes, notamment ASML, parce qu'effectivement, je trouve que la baisse d'ASML est injustifiée, parce que pour le coup, ils sont concurrencés sur leurs anciennes machines, en fait, d'anciennes générations, et pas du tout sur les nouvelles générations. Donc, je garderai ASML en tête de liste sur les semi-conducteurs, TSMC avec. Voilà, et je profiterai, disons, de la baisse pour me renforcer dans ces valeurs qui ont souffert, tout comme l'indice SOX, l'indice des semi-conducteurs qui a encore perdu plus de 5% hier soir à la clôture. Il nous reste 2 minutes, Vincent Juvins, pour parler de la Fed quand même. C'était un élément majeur hier qui a d'ailleurs fait basculer Wall Street dans le rouge. Très clairement, le Dow Jones a perdu plus de 2%, moins 1,7% pour le Nasdaq. Et donc, je disais, le Nasdaq qui est rentré en zone de correction. Kevin Warsh qui n'a pas remonté les taux. Il y avait des inquiétudes par rapport à ça. Néanmoins, il n'a pas du tout rassuré parce que Kevin Warsh ne donne plus du tout de prévision. Et donc, il a laissé un petit peu le marché dans le flou. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a à la fois des pressions politiques dans Donald Trump qui rappellent par voie de presse qu'il entendrait avoir des taux plus bas. Il y a une réalité économique qui est finalement un risque inflationniste toujours présent avec une situation évidemment fébrile au Moyen-Orient et une économie résiliente, mais néanmoins avec quelques éléments de faiblesse. On l'a vu sur les commandes de biens durables cette semaine, on l'a vu avec le marché de l'emploi dernièrement. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de politique monétaire ou de mouvement de politique monétaire facile à faire pour l'instant. Et Kevin Warsh, évidemment, contrairement à son prédécesseur, se refuse à nous fournir de la forward guidance. Tout au plus nous dit-il qu'il reste évidemment focalisé sur l'inflation et qu'il ne transigera pas et qu'il prendra les mesures qui s'imposent pour la combattre, et que ces mesures n'intègrent, c'est pas uniquement évidemment le taux directeur. Alors on ne sait pas de quelle autre mesure évidemment il parle, mais évidemment il y a 2 outils majeurs pour la Fed, c'est le taux directeur et c'est le bilan de la Fed. On sait que Kevin Warsh est opposé à l'expansion du bilan de la Fed. Celui-ci a plutôt eu tendance à baisser ces derniers mois et ces derniers trimestres. Il pourrait peut-être accélérer les choses dans ce domaine-là, et on voit en tout cas que la réaction a été surtout sur la partie longue de la courbe des taux hier. Donc, quelque part, on pourrait imaginer que les ajustements de bilan soient partie de l'équation, en tout cas, de resserrement monétaire qui pourrait être réalisé si l'inflation devait, en tout cas, rester élevée. En tout cas, il y avait 3 voix dissidentes. Vincent Juvins, ce n'est pas arrivé depuis 2016. C'est quand même à noter. Oui, tout à fait, mais il est clair qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver un consensus dans beaucoup de domaines d'ailleurs, que ce soit sur la tech qu'on vient d'évoquer, mais également sur la politique monétaire à mener dans un contexte où on a objectivement des signes de ralentissement sur l'économie, mais on a toujours ce risque d'inflation à importer qui est tout à fait significatif et qui est réévalué tous les 2 jours. Tantôt on a un cessez-le-feu, tantôt on a une réescalade. C'est vrai que c'est difficile en tant que banquier central de se positionner dans ce contexte-là. Et tout cela, bien sûr, a eu un impact sur le marché obligataire avec, vous l'avez souligné, un 30 ans qui était sur des plus hauts de 2007, au-delà des 5,22, quand le 10 ans américain était au-delà des 4,69. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin en direct. Guillaume Lowe en plateau, analyste financier et gérant chez Optigestion, et Vincent Juvins, responsable de la stratégie d'investissement chez ING. Très courte pause, on se retrouve dans un instant, il sera 9h. L'ouverture des marchés européens avec donc une avalanche de résultats à arbitrer. On vous fera bien sûr vivre tout cela sur BFM Business. On est en direct jusqu'à 9h15. Et puis la séance à suivre, bien sûr, sur BFM Business, dans BFM Bourse, avec Antoine Larigauderie, ce soir, dès 17h30, pour refaire la séance. BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Braque. 8h59.